Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une liste de romans, les romans qui m'ont le plus impacté ces 5-6 dernières années. Alors, il n'y a pas du tout de classement en fait, il n'y a pas de classement au niveau des préférences, je vais vraiment vous les livrer de manière aléatoire, et il n'y a pas non plus de de classement chronologique, voilà, vraiment, j'ai pris les 21 livres, les 21 romans qui m'ont le plus impacté ces dernières années, j'en ai fait une liste et c'est de cette liste dont je te fais état aujourd'hui. Allez, on est parti. Alors le premier livre, il s'agit du très récent et du très polémique Houri de Kamel Daoud. Ce livre est très très intéressant. Alors il y a eu une polémique autour, je réponds à la polémique dans une vidéo où je te mets le lien en description, je ne vais pas en parler ici. J'ai également chroniqué le livre et j'en ai fait une belle recension pour expliquer pourquoi selon moi c'est un bon roman, pour expliquer pourquoi selon moi c'est un roman qu'il faut lire. C'est un roman qui nous parle de la décennie noire en Algérie, c'est un roman qui nous parle de la vie en Algérie, c'est un roman qui nous parle de l'islamisme, sujet ô combien actuel dans la France d'aujourd'hui malheureusement. Et donc c'est un roman intéressant, un roman important, un roman très puissant que nous a écrit là avec beaucoup de talent Kamel Daoud. Il a eu le prix Goncourt 2024 et honnêtement il l'a amplement mérité selon moi. Lisez ce livre et dites-moi ce que vous en avez pensé si c'est déjà fait et dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez si vous le lisez dans les mois à venir. Il y a longtemps, un vieux prophète du nom d'Ibrahim rêva d'égorger son fils pour plaire à son dieu taquin. Au dernier moment, alors que la jugulaire battait au sommet de la montagne, sur la pierre de l'autel, et que l'enfant ferma les paupières pour se cacher de la mort, Dieu fit descendre du ciel un bélier. Le fils fut ainsi sauvé, pour un temps au moins, car ensuite le fils fut abandonné dans le désert, comme le raconte le Coran. Et depuis cette affaire, petit étard, on égorge des moutons à la place des gens. Pas toujours cependant. Le roman suivant, c'est un roman de Barjavel, il s'agit de Ravage. Ravage, c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup plu, donc pareil, c'est un roman que je vous ai chroniqué, je vous mets le lien en description. C'est un roman qui m'a beaucoup plu parce que c'est un roman en fait qui nous fait réfléchir sur un point sur lequel je trouve on ne réfléchit plus beaucoup aujourd'hui, c'est l'impact de la technique, l'impact de la technologie dans nos vies. Comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, il fait ça en nous contant une histoire, en nous contant l'histoire d'une société technologique qui s'effondre en réalité, Barjavel. Avec le talent qu'on lui connaît au niveau de l'écriture, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent. Mais il va nous raconter une histoire en fait d'une société ultra technique, ultra technologique où nous avons besoin de tout, de la technologie et de la technique pour la nourriture, pour les déplacements, pour les transports, pour l'extraction de l'eau, bref, pour tous les éléments indispensables à la vie. Et Barjavel imagine dans Ravage que finalement tout ce qui est technique, technologique se met à ne plus fonctionner du tout du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi, mais tout s'effondre. Et du coup, qui survit? Pourquoi? Comment? Quelles sont les connaissances finalement que nous ravissent les technologies et les techniques que nous utilisons aujourd'hui? Sommes-nous finalement les esclaves de la technologie ou bien la technologie est-elle un outil indispensable? Et si jamais un jour la technologie ne fonctionne plus, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? C'est tout cela en fait que questionne René Barjavel dans Ravage. Et honnêtement, c'est une dystopie, mais c'est une dystopie vraiment très intéressante qui nous lève des questions philosophiques également très intéressantes. Souvent, quand on a un problème technologique, d'ailleurs aujourd'hui, on a l'impression qu'on va répondre à ce problème, ou quand on a un problème au niveau de l'environnement, un problème écologique, on a l'impression qu'on va régler tous ces problèmes par plus de technologie. Et il y a ce point aussi qui est levé par René Barjavel dans ce livre. Donc, c'est une réflexion sur la société technique, technicisée, sur une société qui est vraiment dépendante de la technologie. Et qu'est-ce que ça nous enlève en fait la technologie? Le cataclysme qui faillit faire périr le monde est-il déjà si lointain qu'un homme de ton âge ait pu en oublier la leçon? Ne sais-tu pas, ne vous l'ai-je pas appris à tous, que les hommes se perdirent justement parce qu'ils avaient voulu épargner leur peine? Ils avaient fabriqué 1000 et 1000 et 1000 sortes de machines, chacune d'elles remplaçait un de leurs gestes, un de leurs efforts. Elles travaillaient, marchaient, regardaient, écoutaient pour eux.
Ils ne savaient plus faire effort, plus voir, plus entendre. Autour de leurs os, leur chair inutile avait fondu. Dans leur cerveau, toute la connaissance du monde se réduisait à la conduite de ces machines. Le livre suivant est un livre de Amin Maalouf. Amin Maalouf qui est un franco-libanais qui est à l'Académie française et qui est l'un de mes auteurs préférés. Et j'avais lu un roman de lui qui était vraiment très intéressant, ça s'appelle Les Désorientés. Dans ce roman, Amin Maalouf nous parle de la guerre civile qu'il y a eu au Liban. Et il nous parle en fait de ce qui a amené à la guerre civile, de cette société en fait fracturée, communautarisée, et de cette société qui finalement vivait ensemble et petit à petit s'est mise à se détester entre ces communautés. Il nous explique pourquoi, comment, et il nous explique aussi l'avènement de l'islamisme au Liban. Et il y a des dialogues vraiment épiques dedans. Pareil, je vous mets un lien en description parce que je vous ai chroniqué le livre. J'ai fait également quelques citations du livre. Il y a notamment un dialogue dont je me rappelle entre Adam, qui est le protagoniste principal du livre et qui est venu habiter en France pendant la guerre civile libanaise. Donc il a demandé asile à la France et il est venu vivre en France. Et puis quand la guerre civile est passée, il est retourné au Liban et du coup, il est parti, il y avait des communistes, il est revenu, il y avait des islamistes et du coup, il a des amis à lui, des anciens amis qui sont devenus islamistes. Et du coup, il y a des dialogues avec eux où il leur demande pourquoi ils sont devenus islamistes, pourquoi la religion a pris tellement d'importance dans leur vie alors qu'avant ils étaient plutôt des révolutionnaires communistes, c'est-à-dire athées. Très souvent, les communistes n'avaient que faire de la religion, voire ils la rejetaient violemment. Et donc, ça donne vraiment des dialogues très très importants. Des dialogues intercommunautaires et où on voit finalement des amis de longue date qui sont de ces différentes communautés et qui expliquent comment ils ont vécu cette guerre civile au Liban, chacun avec leur communauté et leur religion de référence, que ce soit les juifs, les musulmans, ceux qui se réclamaient plutôt des lumières françaises en l'occurrence, qui se réclamaient de l'intellect, de la rationalité. Tous ces gens formaient des communautés différentes et se sont affrontés pendant la guerre civile libanaise et c'est de tout cela dont va nous parler Amin Maalouf dans une histoire vraiment saisissante, une histoire qui est très très bien écrite. Franchement, l'écriture d'Amin Maalouf, c'est vraiment du miel. Je crois que j'ai rarement lu de romans aussi bien écrits, aussi poétiques, aussi philosophiques, avec vraiment... Au niveau de son écriture, c'est vraiment très très impactant ce qu'écrit Amin Maalouf et je vous conseille vraiment Les Désorientés d'Amin Maalouf parce que malheureusement ce dont il parle dans Les Désorientés, j'ai l'impression que c'est en partie ce que nous vivons ici en France, ces affrontements de plus en plus violents entre communautés, ce communautarisme libanais qui n'est pas encore, c'est pas encore ce qui se passe en France, mais en tout cas on s'en approche de plus en plus et je trouve que c'est très intéressant de lire justement ce roman pour cela. Une conversation au Levant, quelque part entre deux amis. Adam commence. Les vaincus sont toujours tentés de se présenter comme des victimes innocentes, mais ça ne correspond pas à la réalité. Ils ne sont pas du tout innocents. Ils sont coupables d'avoir été vaincus, coupables envers leur peuple, coupables envers leur civilisation. Et je ne parle pas seulement des dirigeants, je parle de toi, de moi, de nous tous. Si nous sommes aujourd'hui les vaincus de l'histoire, si nous sommes humiliés aux yeux du monde entier comme à nos propres yeux, ce n'est pas seulement la faute des autres, c'est d'abord notre faute. Nidal. Dans 30 secondes, tu vas me dire que c'est la faute de l'islam. Adam. Non, Nidal, ce n'est pas ce que j'allais dire. La religion n'est pas un élément du dossier. Pour moi, elle n'est pas le problème, elle n'est même pas la solution non plus. Mais ne compte pas sur moi pour te rassurer à bon compte. Je ne suis pas à l'aise avec tout ce qui se passe autour de nous. Tu crois que c'est agréable de contempler toutes ces femmes couvertes de la tête aux pieds, ces gigantesques photos de personnages enturbanés et ces forêts de barbes? Nidal. En quoi elles te regardent, nos barbes? Adam. Ce que tu portes dans ton cœur ne me regarde pas. Ce que tu portes à l'extérieur est une affirmation publique à l'attention d'un tiers. Et par conséquent, ça me regarde. J'ai le droit d'approuver comme de désapprouver. J'ai le droit d'être réconforté comme j'ai le droit d'être mal à l'aise. Mais je n'ai pas l'intention d'épiloguer sur ta barbe. Je voulais juste te dire que je me réservais le droit de parler de tout, sans exception, et que je t'incitais à en faire de même. À 16 ans, quand je t'ai connu, tu avais déjà un collier de barbe, ou plutôt de duvet.
Mais tu portais aussi un béret Duce, orné d'une étoile rouge. Nidal, je n'étais pas le seul. Adam, je ne te le reproche pas. Nous sommes tous comme ça. Il y a ce que les Allemands appellent Zeitgeist, l'esprit du temps. Nous le suivons tous, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a ni honte ni fierté à avoir. C'est ainsi que fonctionnent les sociétés humaines. Nidal, c'est le professeur qui parle. Adam, oui, tu as raison, c'est l'historien qui parle. À chaque époque, les hommes expriment des opinions et adoptent des postures qu'ils croient issues de leurs propres réflexions, alors qu'elles viennent en réalité de cet esprit du temps. Ce n'est pas tout à fait une fatalité, disons que c'est un vent extrêmement puissant auquel il est difficile de ne pas céder. Nidal, et moi, j'ai tourné avec ce vent comme une girouette, c'est ça? Adam, tu tiens à me faire paraître désobligeant à ton égard, alors que j'essaie seulement de décrire un phénomène commun. Il était normal que tu sois guévariste au début des années 70, comme il est normal que tu sois aujourd'hui islamiste. Entre les deux attitudes, il y a une certaine continuité. Nidal. Laquelle? Adam. Tu te considères toujours comme un révolutionnaire. Nidal. Alors que je ne le suis plus, à tes yeux, Adam. Disons plutôt que c'est la révolution qui a changé de sens. Longtemps, l'idée de révolution était l'apanage des progressistes. Et un jour, elle a été captée par les conservateurs. J'ai un collègue qui travaille sur cette question. Nous déjeunons ensemble de temps à autre pour en parler. Il prépare un livre sur ce thème qu'il pense intituler « L'année de l'inversion ». Nidal. Parce que c'est lié à une année précise. Adam. C'est sa thèse. Il pense que les choses ont basculé dans le monde très rapidement, entre l'été 78 et le printemps 79. L'Iran connaît cette année-là une révolution islamique socialement conservatrice. En Occident commence une autre révolution conservatrice conduite en Angleterre par Margaret Thatcher et que prolongera Ronald Reagan aux États-Unis. En Chine, Deng Xiaoping entame cette année-là une nouvelle révolution chinoise qui s'écarte du socialisme et aboutit à un spectaculaire décollage économique. À Rome, un nouveau pape est élu, Jean-Paul II, qui se révélera, lui aussi, à sa manière, aussi révolutionnaire que conservateur. Mon collègue a rassemblé ainsi des dizaines d'événements de la même période qui tendent tous à démontrer qu'un basculement s'est produit qui a durablement affecté les mentalités. La droite est devenue conquérante et la gauche ne s'est plus préoccupée que de conserver les acquis. C'est en ayant cela à l'esprit que je t'ai dit, Nidal, que j'avais changé de barbe tout en continuant à me considérer comme un révolutionnaire, c'est bien ça, Adam. Oui, c'est un peu ça. Nidal. Alors qu'à tes yeux, je suis plutôt devenu un fieffé rétrograde, c'est ça? Adam. Je n'aurais pas exprimé les choses dans ces termes, mais c'est un peu ce que je pense, oui. Le livre suivant est un livre polémique, mais comme tous les livres polémiques, avant d'en parler et de continuer les polémiques, eh bien, je vous invite à aller les lire. Et en l'occurrence, ici, je vous invite à aller lire Le Camp des Saints de Jean Raspail. Jean Raspail qui est un auteur qui est très à droite, qui ne s'en cache pas. Certains vont dire extrême droite parce qu'ils ont envie de le discréditer sans le lire. C'est quelqu'un qui est très à droite. En tout cas, dans son livre Le Camp des Saints, moi, je n'ai rien vu d'extrêmement choquant. Je vois simplement une histoire qui est vraiment magnifiquement écrite, comme savaient le faire les écrivains il y a 30, 40 ou 50 ans, avec un français vraiment très très soutenu. C'est magnifiquement écrit, j'insiste là-dessus. Et en fait, l'histoire, eh bien, c'est tout simplement comment dire, Jean Raspail se questionne sur ce qui fait que finalement la France ne s'aime plus, la France n'aime plus son armée, les Français n'aiment plus leur armée, les Français n'aiment plus leur civilisation, ils ne la connaissent souvent même plus, ils ne savent pas la défendre, ils ne savent pas ce qu'est être français, et ce qui les intéresse, c'est peut-être, eh bien, voilà, comment dire, la hauteur de leur salaire, bref, des ambitions qui sont plutôt pécuniaires. Et il nous montre en fait la décadence, la déliquescence de la société française. Et il nous dit, lui, il imagine en fait dans ce roman, eh bien tout simplement des pauvres gens, de pauvres Indiens qui décident comme ça, sans le demander à personne, par les armes, et qui décident eh bien de venir en Occident, en l'occurrence sur la Côte d'Azur française, et qui décident en fait de venir de force. Ils sont 1 million, c'est les premiers qui arrivent. Et ils arrivent en France et ils arrivent désarmés, ils arrivent avec leur misère.
Et les Occidentaux, en fait, à cause d'une décadence idéologique, à cause aussi d'idéologie qui les paralyse, d'idéologie humaniste et d'un excès de tolérance, en fait, eh bien, sont paralysés par ces gens qui viennent. Ils ne savent ni les arrêter, ni qu'en faire. Et c'est cela qu'imagine Jean Raspail. Et encore une fois, on en vient au fait que c'est un roman qui est très impactant, qui a été très impactant pour moi et qui est très intéressant parce que, eh bien, c'est en partie ce qu'il nous arrive aujourd'hui avec l'immigration de masse. C'est-à-dire, Jean Raspail nous parle des médias, de la manière dont les médias nous culpabilisent avec cet humanisme contre lequel on n'aurait pas le droit de penser. On nous culpabilise par la colonisation, on nous culpabilise par cette tolérance illimitée que nous devrions avoir pour être de parfaits êtres humains, pour être de parfaits occidentaux. On nous culpabilise sur le fait que si ces gens sont pauvres, on doit leur tendre la main, quand bien même notre pays doit ne pas y survivre. On nous culpabilise sur plein de choses et c'est cela que Jean Raspail questionne dans ce roman. Et quand on sait que c'est un roman qui a été écrit, je crois, de mémoire dans les années 70, c'est un roman qui est en train d'expliquer ce qu'il nous arrive aujourd'hui. Donc c'est un roman qui avait anticipé en fait ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui avait anticipé les questions philosophiques, les questions de philosophie politique, les questions d'éthique, les questions de tolérance, les questions financières également. Jean Raspail avait anticipé tout ça dans les années 70, s'est posé d'une manière magnifique, il pose vraiment les questions d'une manière extrêmement précise, tel un sniper qui frappe au niveau philosophique au bon endroit et qui questionne les bonnes choses. Après, c'est à vous de répondre par ceci ou par cela. C'est à vous c'est à vous de répondre. En fait, il ne fait que poser des questions dérangeantes, les questions que personne n'a voulu se poser dans la classe médiatico-politico-intellectuelle française, des questions que personne n'a voulu voir et qui aujourd'hui s'imposent à nous d'une manière extrêmement violente, comme la réalité s'impose toujours de manière extrêmement violente à ceux qui cherchent à la nier. Et du coup, eh bien, c'est pour ça que je vous conseille la lecture de ce livre, Le Camp des Saints, de Jean Raspail. Les glorieux qui nous dirigent, bousculés, il est vrai, par le fait accompli d'une immigration incontrôlée et définitivement établie, ont décidé un beau jour que la République française serait désormais, et à titre officiel, métissée et multi-ethnique. Personne n'aura jamais été prévenu, et encore moins consulté, sur ce soudain changement identitaire, ce qui n'est tout de même pas anodin. Le livre suivant est encore un livre d'Amin Maalouf, c'est Samarcande. Samarcande est un roman historique. C'est un roman qui est très intéressant parce que Amin Maalouf, on sent qu'il a fait beaucoup de recherches historiques et du coup, il nous projette en fait dans la Perse avant l'islam, dans la Perse à l'époque de Omar Khayyam. Et justement, il va nous parler d'Omar Khayyam et de ses quatrains. Omar Khayyam était un poète, il était athée et il critiquait déjà beaucoup les religions. Et il avait une manière de le faire extrêmement poétique, extrêmement belle, et il levait des questions existentielles extrêmement importantes pour qui est aux prises avec la spiritualité et avec des questions existentielles. Et on nous raconte en fait, eh bien, d'abord l'histoire d'Omar Khayyam, comment il a vécu, ce qui lui est arrivé, comment il a écrit ses quatrains, et ensuite on nous explique eh bien comment finalement les quatrains d'Omar Khayyam, c'est-à-dire le recueil de poèmes d'Omar Khayyam, a traversé les époques et est arrivé jusqu'à nous. C'est hyper intéressant, c'est beau, c'est poétique, c'est bien écrit, c'est renseigné au niveau historique. Honnêtement, c'est un roman qu'il faut impérativement lire. Je ne suis pas de ceux dont la foi n'est que terreur du jugement, dont la prière n'est que prosternation. Ma façon de prier, je contemple une rose, je compte les étoiles, je m'émerveille de la beauté de la création, de la perfection de son agencement, de l'homme, la plus belle œuvre du Créateur, de son cerveau assoiffé de connaissance, de son cœur assoiffé d'amour, de ses sens, tous ses sens, éveillés ou comblés. Le roman suivant est un roman, encore une fois, d'Amin Maalouf. Je suis désolé pour ceux qui ne l'aiment pas, mais vraiment, Amin Maalouf m'a impacté également par ses essais, mais là aujourd'hui on parle de romans. Honnêtement, ces romans sont très très impactants. Il a une très très belle écriture et il parle de sujets qui m'intéressent. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent d'Amin Maalouf. Là, on va parler du périple de Baldassare. Et ce livre est intéressant, ce roman est intéressant parce qu'il nous conte l'histoire d'un commerçant génois
d'un commerçant qui finalement en fait va découvrir la spiritualité. Pour lui, c'était pas vraiment une question. La spiritualité, il croyait vaguement en Dieu. En fait, il avait pas trop de, voilà, il était plutôt agnostique en fait de ce côté-là. Et puis on arrive, donc on est projeté avec Amin Maalouf, toujours avec le même talent qu'il a de nous projeter dans une époque en fait historique. On a l'impression d'y être. Et du coup, il nous projette à l'année 1666, où dans le monde, eh bien, il y a eu beaucoup de remue-ménage, parce que 1666, vous le savez, 666, c'est l'année de la bête. Et du coup, tous les religieux, qu'ils soient juifs, chrétiens, tous les religieux se sont mis à penser que finalement, l'année 1666 serait l'année de la fin du monde, l'année où le diable montrerait son visage. Et du coup, tous les croyants se sont mis à avoir des comportements irrationnels, se sont mis finalement à persécuter ceux qui ne croyaient pas. Et notre commerçant genevois, eh bien lui, il était entre les deux. Il voyait les dérives des croyants, il voyait leurs superstitions imbéciles parfois. Mais en même temps, il avait du mal à se dire qu'il n'y avait absolument rien. Il avait du mal à se dire que finalement Dieu n'existait pas. Et on traverse en fait de multiples aventures avec ce personnage du roman. On traverse d'ailleurs plusieurs géographies également. Il va arriver jusqu'en Angleterre, mais on va traverser voilà une époque qui a finalement été chahutée parce que c'est une époque où les religieux ont cru une fois de plus, parce qu'ils le croient très souvent, eh bien que c'était la fin du monde et du coup eh bien ça a engendré beaucoup de choses dans le monde et c'est cela que nous raconte Amin Maalouf dans le périple de Baldassare. Et moi je me suis beaucoup identifié pendant longtemps à Baldassare justement parce que Baldassare c'est quelqu'un qui ne crois pas aux religions et à toutes ces superstitions, à tous ces gens qui veulent vous expliquer comment vivre d'une manière extrêmement cadrée, normative. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a du mal à croire que rien n'existe et qui a quand même des réflexions existentielles qui le mènent à la spiritualité, mais une spiritualité qu'il voudrait plutôt personnelle et qu'il voudrait en fait plutôt libre de toutes ces religions qui cherchent à nous imposer des manières de vivre et à nous imposer des morales très souvent hypocrites. Un signe. Que de fois ai-je entendu ce mot, et celui de présage. Tout devient signe ou présage pour qui est à l'affût, prêt à s'émerveiller, prêt à interpréter, prêt à imaginer des concordances et des rapprochements. Lorsque la foi devient haineuse, bénis soient ceux qui doutent. La route, quelquefois, s'agrémente de fables, comme le sommeil s'agrémente de songes. Il faut savoir ouvrir les yeux à l'arrivée. Le roman suivant est encore un roman d'Amin Maalouf, c'est le dernier, il s'agit des Jardins de Lumière, pardon. Dans les Jardins de Lumière, eh bien, Amin Maalouf va nous raconter l'histoire de Mani et du manichéisme. Le manichéisme, aujourd'hui, est un mot qui est rentré dans le langage commun, et très souvent, on va dire de quelqu'un qui tranche trop dans le vif, ou qui a tendance à trancher une situation, à avoir un jugement tranché sur une personne ou une situation, qu'il est trop manichéen. Et on a oublié que finalement le manichéisme a été une religion et que cette religion a été portée par Mani et c'est l'histoire de ce religieux extrêmement spirituel qui a tenté de concilier toutes les religions, qui a tenté de concilier tous les religieux et qui est mort à cause de cette envie de concilier tous ces gens. Eh bien c'est cette histoire-là que nous raconte Amin Maalouf. Encore une fois, on est projeté au niveau historique dans une époque et on a l'impression d'y être tellement c'est bien écrit. Encore une fois, c'est très poétique. Encore une fois, on est sur un haut niveau de réflexion spirituelle, un haut niveau de réflexion religieux, un haut niveau de réflexion philosophique également sur les questions existentielles que chacun d'entre nous se pose. Et vraiment, c'est un roman magnifique que je vous conseille de lire. Il n'y a rien d'autre à dire. Apprenez ce qu'a été la vie de Mani, apprenez ce qu'a été le manichéisme, apprenez quelles étaient les ambitions extrêmement louable et noble de Mani, vous allez voir, ça va vous enrichir au niveau philosophique et spirituel, comme peu d'autres romans. Je me réclame de toutes les religions et d'aucune. On a appris aux hommes qu'ils devaient appartenir à une croyance comme on appartient à une race ou à une tribu. Et moi je leur dis, on vous a menti. En chaque croyance, en chaque idée, sachez trouver la substance lumineuse et écarter les épluchures. Celui qui suivra ma voie pourra invoquer Ahura Mazda et Mitra, et le Christ, et le Bouddha. Dans les temples que j'élèverai, chacun viendra avec ses prières. Je respecte toutes les croyances, et c'est bien cela mon crime aux yeux de tous. Les chrétiens n'écoutent pas le bien que je dis du Nazaréen.
Ils me reprochent de ne pas dire du mal des Juifs et de Zoroastre. Les mages ne m'entendent pas lorsque je fais l'éloge de leurs prophètes. Ils veulent m'entendre maudire le Christ et le Bouddha. Car lorsqu'ils rassemblent le troupeau des fidèles, ce n'est pas autour de l'amour mais de la haine. C'est seulement face aux autres qu'ils se retrouvent solidaires. Ils ne se reconnaissent comme frères que dans les interdits et les anathèmes. Et moi, Mani, loin d'être l'ami de tous, je me retrouverai bientôt l'ennemi de tous. Mon crime est de vouloir les concilier. Je le paierai, car ils s'uniront pour me damner. Je me demande parfois si ce n'est pas le maître des ténèbres qui inspire les religions, à seule fin de défigurer l'image de Dieu. Le livre suivant est un livre cette fois d'Irving Yalom. Irving Yalom qui est un psychothérapeute connu et reconnu aux États-Unis, et il nous gratifie d'un roman qui s'appelle « Et Nietzsche a pleuré ». Alors il a fait plusieurs romans et plusieurs essais, Irving Yalom, et c'est un auteur de talent que j'aime beaucoup également. Mais j'ai choisi Et Nietzsche a pleuré parce que dans Et Nietzsche a pleuré, je trouve que, il est très saillant de comprendre ce que souhaite faire en fait Irving Yalom. Irving Yalom, c'est quelqu'un qui a écrit des essais. Il a écrit notamment un essai que j'ai lu, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thérapie existentielle. Parce que, en fait, Irving Yalom est un psychothérapeute qui a mis en place une thérapie qu'il a inventée lui-même et qui mêle la psychologie, la connaissance psychologique, à la philosophie, parce que, selon lui, quand les gens ont des désordres psychologiques ou psychiques, cela vient de questions existentielles et que la philosophie répond très souvent à ces questions existentielles. Et c'est pour ça qu'il mêle les deux. Et là, dans ce livre, il nous rend compte, en fait, de pourquoi il mêle la psychologie et la philosophie. Et dans ce roman, du coup, l'histoire, il nous raconte l'histoire de Nietzsche qui, finalement, va avoir un échange assez poussé, assez long, avec un médecin, avec un psychothérapeute. Alors, ça s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Et du coup, ils vont convenir d'un contrat entre eux parce que Nietzsche était très malade. Et du coup, oui, ils vont convenir d'un contrat où finalement le thérapeute va proposer à Nietzsche d'essayer de le soigner et en échange, Nietzsche va parler de philosophie à ce thérapeute et va lui enseigner la philosophie. Et il va y avoir comme ça un échange extrêmement riche, extrêmement nourrissant, qui va mêler la psychologie et la philosophie. Et on va voir que sur beaucoup de points, ces deux disciplines se rejoignent, que sur beaucoup de points, ces deux disciplines se complètent et que finalement, aborder les questions existentielles et aborder les désordres psychologiques qui sont souvent dus, c'est vrai, à des questions existentielles, la peur de la mort, la peur de souffrir, la peur de l'anéantissement, la peur de ne pas être aimé, etc. L'aborder aussi par le terrain philosophique, c'est très intéressant et c'est ce que mêle avec beaucoup d'harmonie, je trouve, ce livre. C'est pour ça que je vous en conseille la lecture et que je pense qu'il peut vous enrichir, qu'il peut beaucoup vous enrichir à la lecture. Donc voilà, je vous le conseille, Et Nietzsche a pleuré de Irving Yalom. De même que les os, les muscles et les viscères et les vaisseaux sanguins sont entourés d'une peau qui rend la vue de l'homme supportable, les émotions et les passions de l'âme sont de même enrobées dans la vanité. C'est la peau de l'âme. Je sais maintenant que le secret d'une vie heureuse est d'abord de vouloir ce qui est nécessaire, et ensuite d'aimer ce que l'on a voulu. Le livre suivant est un livre de Boualem Sansal, qui est toujours enfermé en Algérie. On espère qu'il va sortir rapidement. En tout cas, Boualem Sansal a écrit 2084, et 2084 est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il imagine dans ce roman une religion totalitaire dans un pays, et une religion en fait qui a réussi à contrôler tous les aspects de la vie des croyants, à contrôler tout ce qu'ils font chez eux, à contrôler la manière dont ils prient, dont ils croient, dont ils mangent, à contrôler ce qu'il y a dans leur tête, à contrôler chacune de leurs pensées et à surveiller leurs pensées et à punir s'il y a des pensées qui sont, dirait George Orwell, un crime par la pensée. Et justement, j'y viens, 2084, en fait, c'est un hommage à 1984, de George Orwell. Et dans ce livre, justement, Boualem Sansal reprend tous les éléments qu'on trouve dans 1984 d'Orwell, tous les éléments orwelliens, il les applique à la religion et ça marche parfaitement. C'est écrit dans un français extrêmement soutenu, c'est beau, c'est bien écrit, vraiment Boualem Sansal a beaucoup de talent
Et encore une fois, il nous montre à quel point, eh bien, les religions, si on les laisse faire, si on les laisse prendre trop de place dans une société, et si pire, on les laisse prendre le contrôle de la politique d'un pays, eh bien, à quel point les religions en général peuvent être totalitaires. Et il nous montre en fait sur quel ressort en fait ces religions, eh bien, sur quel ressort elles fonctionnent pour pouvoir contrôler des individus d'abord et contrôler une société ensuite. Quel meilleur moyen que l'espoir et le merveilleux pour enchaîner les peuples à leurs croyances. Car qui croit a peur, et qui a peur croit aveuglément. C'est parmi les siens et contre eux qu'il faut se battre. C'est là, dans le va-et-vient des jours et le fouillis des non-dits, que la vie perd le sens des choses profondes et se réfugie dans le superficiel et le faux semblant. Le livre suivant est également un livre d'Irving Yalom, et ce livre-là, ce roman-là s'appelle Le problème Spinoza. Alors évidemment, vous le savez, j'aime beaucoup Spinoza, j'aime beaucoup les livres autour de Spinoza. Il y a peu de livres en fait qui parlent de Spinoza que je n'aime pas, même quand je suis pas d'accord avec eux, je trouve qu'ils sont extrêmement intéressants et nourrissants. Mais là, en l'occurrence, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, eh bien, on va mêler la psychologie et on va mêler cela à la philosophie. L'histoire est en plus intéressante au niveau historique parce que, eh bien, Irving Yalom nous rappelle ce fameux Rosenberg qui était un idéologue nazi très important et qui détestait les juifs comme tous les nazis. Eh bien, cet idéologue nazi a quand même sauvé l'œuvre de Spinoza, a sauvé les livres de Spinoza parce que, eh bien, les nazis étaient des adorateurs du philosophe allemand Goethe et que Goethe adorait Spinoza et qu'en fait, ça a soulevé un problème, une problématique dans l'esprit de Rosenberg. Il se demandait pourquoi Goethe adorait ce juif, pourquoi Goethe en fait avait toujours un exemplaire de l'éthique de Spinoza avec lui. Et il a cherché à comprendre et finalement c'est comme ça qu'a été sauvé. Ça c'est historiquement vrai, mais il a brodé tout un roman autour, Irving Yalom, et en fait il essaye de comprendre dans ce roman pourquoi Rosenberg finalement a sauvé les écrits de Spinoza. Et on nous raconte également, eh bien, dans ce livre, eh bien, l'histoire de Spinoza. C'est un livre en fait avec un chapitre sur deux. En fait, on va parler d'une histoire. C'est-à-dire que le premier chapitre, on va parler de Rosenberg. Le second chapitre, on va parler de Spinoza. Le chapitre suivant, on parle de Rosenberg. Le chapitre d'après, on parle de Spinoza. Et en fait, on va évoluer comme ça avec deux histoires qui ne se passent pas au même moment historique, avec deux histoires parallèles dans le roman qui finalement vont se rejoindre au moment de ce qu'il convient d'appeler le problème Spinoza, c'est-à-dire le fait que finalement un nazi ait sauvé l'œuvre de Spinoza des flammes parce qu'il était pour les nazis de bon ton de brûler un maximum de livres, mais surtout de brûler les livres des intellectuels juifs. Les livres de Spinoza ont été conservés parce que les nazis, parce que Rosenberg a donné l'ordre de garder en fait l'œuvre de Spinoza. Voilà, c'est tout cela qui nous est raconté, en plus de l'histoire de Spinoza et des grands principes de la philosophie de Spinoza. Donc c'est un livre très intéressant, Le problème Spinoza de Irving Yalom. Conversation entre deux religieux et Spinoza. Franco commence. Vous présentez les choses comme si tout était explicable. Spinoza, c'est précisément ce que je crois. Tout, je le dis vraiment, tout a une cause explicable. Jacob, pour moi, il y a des choses connues de Dieu seul, des choses causées par la seule volonté divine. Spinoza, je crois que plus on en saura, et moins il y aura de choses connues de Dieu seul. Autrement dit, plus grande est l'ignorance, et plus l'on attribue de choses à Dieu. Le livre suivant est un livre beaucoup plus connu mais très impactant, 1984 de George Orwell. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. Je l'ai relu ces dernières années et c'est un livre qui est toujours très intéressant parce que, eh bien, c'est un livre qui nous montre tous les ressorts totalitaires sur sur quels éléments psychiques ou psychologiques ou même sur quels éléments sociologiques, eh bien, le totalitarisme s'appuie pour s'imposer. Aujourd'hui, on a des totalitarismes en herbe, en germe, comme le wokisme ou comme le gauchisme ou que sais-je. On a même un retour de l'antisémitisme. Mais en tout cas, on a aujourd'hui
des éléments qui rendent intéressant en fait l'analyse de George Orwell, parce que si on ne vit pas en système totalitaire, bien loin de là, il ne s'agit pas pour moi de dire qu'on est ici en système totalitaire, mais on voit des petits totalitarismes en fait qui sont en train de monter, qui sont en train d'essayer d'émerger dans nos sociétés démocratiques libérales, et c'est intéressant en fait de les tuer dans l'œuf et de les voir arriver de loin et de les comprendre. Et c'est ce que permet finalement 1984 de George Orwell. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur ce livre-là, sur ce livre hyper impactant, sur ce livre qui a mis à nu en fait les totalitarismes pour mieux les comprendre, je vous mets un lien en description. Vous aurez la possibilité bien d'aller un petit peu plus loin. Mais je vous conseille quand même de lire le livre parce que c'est bien écrit, parce que George Orwell écrit bien et parce que c'est un livre en fait qui va beaucoup vous apporter au niveau de la compréhension des totalitarismes et de comment en fait ils se meuvent, de comment ils se déploient. Et ça va vous permettre de comprendre bien que finalement il y a des totalitarismes dans la société qui sont en train d'émerger et ça vous permettra de les repérer de plus loin et de les tuer dans l'œuf. Si elle devenait générale, la richesse ne conférerait plus aucune distinction. Il est possible, sans aucun doute, d'imaginer une société dans laquelle la richesse dans le sens de possession personnelle et de luxe serait également distribuée, tandis que le savoir resterait dans les mains d'une petite caste de privilégiés. Mais, dans la pratique, une telle société ne pourrait demeurer longtemps stable. Si tous, en effet, jouissaient de la même façon de loisirs et de sécurité, la grande masse d'êtres humains qui est normalement abrutie par la pauvreté pourrait s'instruire et apprendre à réfléchir par elle-même. Elle s'apercevrait alors tôt ou tard que la minorité de privilégiés n'a aucune raison d'être et la balayerait. Une société hiérarchisée n'est possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Le livre suivant est un livre dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Pareil, je vous mets un lien en description. C'est un livre que je vous ai chroniqué. C'est un autre totalitarisme, une autre forme de totalitarisme, un totalitarisme par le confort, un totalitarisme par la drogue, un totalitarisme par le bien-être, un totalitarisme par le contrôle biologique des gens. Il s'agit du meilleur des mondes de Aldous Huxley, un roman dystopique magnifique qui ressemble beaucoup à notre époque, qui ressemble beaucoup à cette époque où en fait on essaye en fait de nous dessaisir de toute responsabilité et donc de toute liberté, où on essaye de nous dessaisir de tout cela, mais pas par la matraque comme dans 1984, pas par la violence, mais par la consommation, par la manipulation, par par l'aliénation, par le confort, par toutes ces choses en fait, par le mensonge également, par le conditionnement. On essaye en fait non, on n'essaye pas, on ravit la liberté des gens par tous ces éléments-là. C'est-à-dire que on a remplacé la matraque par l'aliénation, on a remplacé l'imposition idéologique par le confort, et on explique aux gens que finalement, ce qu'ils ont est suffisant parce que ils sont confortables, ils ne souffrent pas, on enlève tous les éléments de frottement et de souffrance, et ils sont censés vivre une belle vie dans le confort lénifiant d'une société qui contrôle absolument tout, en s'appuyant sur les désirs des hommes et en manipulant leurs désirs. Donc c'est ça qu'on voit dans le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. C'est un peu moins bien écrit que 1984, je trouve, mais ceci dit, même si c'est un peu moins bien écrit, ça reste un livre important parce que Aldous Huxley nous livre ici une dystopie qui raconte, je trouve, beaucoup plus notre époque actuelle, notre époque moderne que finalement 1984 de George Orwell. Donc c'est un livre indispensable qu'il faut quand même lire. Encore une fois, je vous mets des liens en description. Je vous en ai parlé plusieurs fois de ce livre. C'est un très très bon livre qui raconte beaucoup de choses sur la société moderne. La civilisation n'a pas le moindre besoin de noblesse ou d'héroïsme. Ces choses-là sont des symptômes d'incapacité politique. Dans une société convenablement organisée comme la nôtre, personne n'a l'occasion d'être noble ou héroïque. Il faut que les conditions deviennent foncièrement instables avant qu'une telle occasion puisse se présenter. Là où il y a des guerres, là où il y a des serments de fidélité multiples et divisés, là où il y a des tentations auxquelles on doit résister, des objets d'amour pour lesquels il faut combattre ou qu'il faut défendre, là, manifestement, la noblesse et l'héroïsme ont un sens. Mais il n'y a pas de guerre de nos jours. On prend le plus grand soin de vous empêcher d'aimer exagérément qui que ce soit. Il n'y a rien qui ressemble à un serment de fidélité multiple. Vous êtes conditionné de telle sorte que vous ne pouvez vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à faire est, dans l'ensemble, si agréable,
on laisse leur libre jeu à un si grand nombre de vos impulsions naturelles qu'il n'y a véritablement pas de tentation auquel il faille résister. Et si jamais par quelque malchance il se produisait d'une façon ou d'une autre quelque chose de désagréable, eh bien il y a toujours le soma, qui vous permet de prendre un congé, de vous évader de la réalité. Et il y a toujours le soma pour calmer vos colères, pour vous réconcilier avec vos ennemis, pour vous rendre patient et vous aider à supporter les ennuis. Autrefois, on ne pouvait accomplir ces choses-là qu'en faisant un gros effort et après des années d'entraînement moral pénible. À présent, on avale 2 ou 3 comprimés d'1 demi-gramme et voilà. Tout le monde peut être vertueux à présent. On peut porter sur soi, en flacon, au moins la moitié de sa moralité. Le christianisme sans larmes. Voilà ce qu'est le soma. Le livre suivant, c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pareil, c'est un livre que j'ai chroniqué il y a pas longtemps. C'est aussi une société dystopique et dans cette société dystopique, eh bien, on a des gens qui finalement ont rejeté les livres, ont rejeté tout ce qui est intellectuel, tout ce qui fait réfléchir, parce que finalement, les philosophes sont emmerdants, ils sont jamais d'accord les uns avec les autres. Les philosophes créent des frictions, des conflits idéologiques au sein des sociétés, ils créent des débats, parfois des débats extrêmement violents, ça fait mal à la tête à tout le monde. Et finalement, on a fait en sorte que les gens se désintéressent des livres. Et puis, petit à petit, la société en est arrivée finalement à interdire les livres et même à brûler les livres. Parce que dans cette société dystopique, eh bien, toutes les maisons et tous les bâtiments ont été ignifugés et du coup protégés par le feu. Du coup, les pompiers n'ont plus d'autre fonction que cette nouvelle fonction qu'on leur a assignée il y a déjà longtemps au moment où on arrive dans le livre, qui est de brûler les livres des gens en fait qui commettent le crime de détenir et de lire des livres. Et c'est un roman qui est très intéressant parce que ce roman, eh bien, nous montre quelle est finalement la supériorité du média livre sur tous les autres médias, sur les écrans. D'ailleurs, dans ce livre sont critiqués les écrans et l'immédiateté des informations imbéciles qui nous sont relayées dans les écrans. Alors à l'époque où a été écrit Fahrenheit, en fait, on parlait pas de smartphone ou de tablette. Lui, il avait imaginé plutôt des écrans sur les murs. Mais finalement, c'est la même critique qui peut s'appliquer à nos smartphones et à nos tablettes qu'on a aujourd'hui et à ce qu'on en fait, en fait. Il y a une bonne utilisation des écrans, mais il y a aussi une utilisation qui peut enfermer les gens dans la crétinerie, l'imbécilité et l'immédiateté. Et c'est cela qui est critiqué, en fait, dans ce roman. Parce que finalement, le livre a une temporalité bien différente des écrans. Quand vous lisez un livre, ça prend des heures, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez reprendre. Il y a une profondeur également dans les livres du développement d'une idée, du développement d'un projet, d'une explication. Il y a une profondeur dans le média livre qu'il n'y a pas dans les autres médias qui sont beaucoup trop rapides, qui sont beaucoup trop... qui frappe avec des arguments dans votre tête comme une mitraillette et du coup vous n'avez pas forcément le temps d'avoir un esprit critique et c'est cela qui est critiqué et on nous montre finalement une société qui n'accepte plus les livres, qui n'accepte plus non plus la méditation, qui n'accepte plus de regarder la nature, qui n'accepte plus de s'émerveiller, qui n'accepte plus de réfléchir, qui n'accepte plus en fait l'intellect comme peut-être moteur des questions existentielles de la vie. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce roman. Encore une fois, allez voir la description que j'en ai faite dans une vidéo dédiée, vous verrez, c'est un livre très très intéressant. Quand j'étais jeune, je jetais mon ignorance à la tête des gens, et ça me valait des coups de bâton. Quand j'ai atteint la quarantaine, mon instrument émoussé s'était bien aiguisé. Si vous cachez votre ignorance, vous ne recevrez pas de coups, et vous n'apprendrez rien. La scolarité est écourtée, la discipline se relâche, la philosophie, l'histoire, les langues sont abandonnées, l'anglais et l'orthographe de plus en plus négligés, et finalement presque ignorés. On vit dans l'immédiat, seul le travail compte, le plaisir c'est pour après. Pourquoi apprendre quoi que ce soit quand il suffit d'appuyer sur des boutons, de faire fonctionner des commutateurs, de serrer des vis et des écrous? Si vous ne voulez pas que la maison soit construite, cachez les clous et le bois. Si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant 2 points de vue sur une question. Proposez-lui-en un seul. Mieux encore, ne lui en proposez aucun. Qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre.
Si le gouvernement est inefficace, pesant, gourmand en matière d'impôts, cela vaut mieux que d'embêter les gens avec ça. La paix, Montag. Proposer des concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires, du nom de la capitale de tel ou tel État, ou de la quantité de maïs récolté dans l'Iowa l'année précédente. Bourrer les gens de données un combustible, gorgez-les de faits, qu'ils se sentent gavés, mais absolument brillants, côté information. Ils auront alors l'impression de penser, ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace, et ils seront heureux parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie. Le livre suivant est un roman de Houellebecq et ses soumissions, son titre. Un roman pareil qui a fait polémique, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand un roman fait polémique, en fait, n'écoutez pas les gens qui vous disent ceci ou cela, allez lire le roman. C'est ce que j'ai fait avec Soumission, et j'y ai trouvé un roman très intéressant parce qu'il raconte en fait ce qui arrive à la société occidentale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une autre civilisation vient la contester sur son propre sol, en l'occurrence l'islam en tant que civilisation, ou l'islamisme si on veut s'intéresser au versant plus politique de l'islam. L'islamisme et l'islam en tant que civilisation viennent contester l'Occident sur son propre sol. Et finalement, ce qui nous est raconté dans Soumission, alors pareil, j'ai fait une vidéo dédiée, je vous laisserai aller la voir pour les détails, mais ce qui nous est raconté dans ce roman, c'est à quel point finalement, si l'islamisme et l'islam civilisation se répandent en Occident, c'est pas tellement parce qu'ils sont forts et puissants, mais c'est surtout parce que la civilisation occidentale est décadente et affaiblie, et qu'elle ne s'aime plus et qu'elle n'a peut-être plus envie de survivre. Et c'est cela qui nous est raconté en roman à travers l'histoire d'un protagoniste qu'on va suivre tout au long du roman et qui incarne à lui seul eh bien, tous les renoncements de l'Occident, tous les renoncements de l'homme occidental par rapport à ses valeurs, par rapport à sa civilisation et finalement par rapport au legs de ses ancêtres. Pour les islamistes, l'essentiel est la démographie et l'éducation. La sous-population qui dispose du meilleur taux de reproduction et qui parvient à transmettre ses valeurs triomphe. À leurs yeux, c'est aussi simple que ça. L'économie, la géopolitique même, ne sont que de la poudre aux yeux. Celui qui contrôle les enfants contrôle le futur. Point final. C'est la soumission, dit doucement Rediger. L'idée renversante et simple, jamais exprimée auparavant avec cette force, que le sommet du bonheur humain réside dans la soumission la plus absolue. C'est une idée que j'hésiterais à exposer devant mes coreligionnaires, qu'ils jugeraient peut-être blasphématoire, mais il y a pour moi un rapport entre l'absolue soumission de la femme à l'homme, telle que l'a décrit Histoire d'eau, et la soumission de l'homme à Dieu, telle que l'envisage l'islam. Nietzsche avait vu juste avec son flair de vieille pétasse. Le christianisme était au fond une religion féminine. L'islamo-gauchisme est une tentative de marxiste décomposé, pourrissant, en état de mort clinique, pour se hisser hors des poubelles de l'histoire, en s'accrochant aux forces montantes de l'islam. Le roman suivant est un roman de Voltaire, il s'agit de Microméga. Microméga est très intéressant parce que c'est un roman où Voltaire imagine des extraterrestres qui vivent des millions d'années, bref, qui vivent selon des lois physiques qui sont différentes des lois physiques ici sur Terre, et qui finalement arrivent au terme d'un périple, eh bien arrivent sur Terre et découvrent en fait les terriens, découvrent les philosophes de la Terre. Et ils montrent en fait, ils sont étonnés, ces extraterrestres, par ces petits êtres humains qui sont tout petits par rapport à eux, qui ressemblent à des fourmis et qui sont extrêmement auto-centrés, qui pensent que tout tourne autour d'eux, qu'il y a un Dieu qui ne s'occupe que d'eux et qui n'a rien d'autre à faire dans l'univers que de ne s'occuper que d'eux. Et je trouve que c'est très intéressant parce que pensez qu'à l'époque de Voltaire, un philosophe ait pu imaginer ces extraterrestres et nous donner l'occasion dans un roman ou dans un conte philosophique, comme c'est le cas avec Voltaire, nous donner l'occasion de nous décentrer de nous-mêmes et de voir à quel point nous ne sommes rien dans l'immensité de l'univers et de nous décentrer peut-être de cette attention de Dieu de laquelle les religieux se réclament tout le temps et de nous montrer qu'en fait c'est rien de plus qu'une extrême arrogance finalement que de penser que Dieu n'a que nous à s'occuper. Et je trouve que Voltaire démontre très bien cela dans Microméga. C'est un court conte philosophique, un court roman philosophique qu'il faut vraiment lire parce que ça permet de nous décentrer en tant qu'être humain, de nous décentrer en tant que religieux quand on l'est et
Et il y a beaucoup d'ironie voltairienne dans ce roman. Il y a tout le style de Voltaire, évidemment, c'est très très bien écrit, mais il y a cette ironie voltairienne par rapport à l'humanité, et je trouve que c'est très intéressant et c'est très enrichissant de lire ce roman-là. Pareil, vous aurez un lien en description, j'en ai parlé d'une manière un peu plus précise. Le livre suivant, c'est un livre de Romain Gary, un roman de Romain Gary, c'est La vie devant soi, il est très connu. Et honnêtement, à juste titre, parce que c'est un roman qui va nous raconter l'histoire d'un petit garçon, d'un fils de prostituée, qui est recueilli par une ancienne prostituée à la retraite, une ancienne prostituée juive. Ils sont à Belleville, en France, et c'est un quartier, en fait, où il y a beaucoup de cultures qui cohabitent ensemble, et on a un petit gamin, en fait, qui finalement est forcé de grandir très vite et qui a une espèce de franchise par rapport à la vie qui nous désarme en fait. C'est vraiment très très bien écrit. Romain Gary nous montre la vie telle qu'un gamin de 10 ans peut l'avoir, mais sans filtre, un jeune enfant en fait qui est très très intelligent, qui est très très attachant et qui nous montre en fait la vie d'un jeune enfant qui souffre et qui est confronté aux affres de la vie trop tôt. Vraiment, on s'attache au personnage. C'est un jeune maghrébin et on s'attache à lui. Et c'est vraiment un roman que je vous conseille. Ça s'appelle La vie devant soi de Romain Gary. Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà 6 ou 7 ans et ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payé. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. Je crois que c'est les injustes qui dorment le mieux, parce qu'ils s'en foutent, alors que les justes ne peuvent pas fermer l'œil et se font du mauvais sang pour tout. Autrement, ils ne seraient pas justes. Je pense que pour vivre, il faut s'y prendre très jeune, parce qu'après on perd toute sa valeur et personne ne vous fera de cadeau. Je voudrais aller très loin dans un endroit plein d'autres choses, et je ne cherche même pas à l'imaginer pour ne pas le gâcher. Monsieur Hamill dit que l'humanité n'est qu'une virgule dans le grand livre de la vie. Et quand un vieil homme dit une connerie pareille, je ne vois pas ce que je peux y ajouter. L'humanité n'est pas une virgule, parce que quand Madame Rosa me regarde avec ses yeux juifs, elle n'est pas une virgule, c'est même plutôt le grand livre de la vie tout entier. Après, j'ai essayé de me faire remarquer autrement. J'ai commencé à chaparder dans les magasins, une tomate ou un melon à l'étalage. J'attendais toujours que quelqu'un regarde pour que ça se voie. Lorsque le patron sortait et me donnait une claque, je me mettais à hurler. Mais il y avait quand même quelqu'un qui s'intéressait à moi. Une fois, j'étais devant une épicerie et j'ai volé un œuf à l'étalage. La patronne était une femme et elle m'a vu. Je préférais voler là où il y avait une femme, car la seule chose que j'étais sûr, c'est que ma mère était une femme. On ne peut autrement. J'ai pris un œuf et je l'ai mis dans ma poche. La patronne est venue et j'attendais qu'elle me donne une gifle pour être bien remarquée. Mais elle s'est accroupie à côté de moi et elle m'a caressé la tête. Elle a même dit « Qu'est-ce que tu es mignon, toi ?» J'ai d'abord pensé qu'elle voulait avoir son œuf par les sentiments. Et je l'ai bien gardé dans ma main, au fond de ma poche. Elle n'avait qu'à me donner une claque pour me punir, c'est ce qu'une mère doit faire quand elle vous remarque. Mais elle s'est levée, et elle est allée au comptoir et elle m'a donné encore un œuf. Et puis elle m'a embrassé. J'ai eu un moment d'espoir que je ne peux vous décrire parce que ce n'est pas possible. Je suis resté toute la matinée devant le magasin à attendre. Je ne sais pas ce que j'attendais. Parfois la bonne femme me souriait, et j'étais là, avec mon œuf à la main. J'avais 6 ans ou dans les environs, et je croyais que c'était pour la vie, alors que c'était seulement un œuf. Je suis rentré chez moi et j'ai eu mal au ventre toute la journée. Moi, la vie, je ne vais pas lui lécher le cul pour être heureux. Moi, la vie, je ne veux pas lui faire une beauté. Je l'emmerde. Et on n'a rien l'un pour l'autre. Ça n'est pas nécessaire d'avoir de raison pour avoir peur, Momo. Ça, j'ai jamais oublié, parce que c'est la chose la plus vraie que j'ai jamais entendue. Je ne vois pas à quoi ça sert de rêver en arrière, et à son âge, elle ne pouvait plus rêver en avant. Les psychiatriques sont des gens à qui on explique tout le temps qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont et qu'ils ne voient pas ce qu'ils voient. Alors ça finit par les rendre dingues. Moi, je tiens pas tellement à être heureux. Je préfère encore la vie. Le bonheur, c'est une belle ordure et une peau de vache et il faudrait lui apprendre à vivre. On n'est pas du même bord, lui et moi, et j'en ai rien à foutre. J'ai encore jamais fait de politique parce que ça profite toujours à quelqu'un. Mais le bonheur, il devrait y avoir des lois pour l'empêcher de faire le salaud. Je dis seulement comme je le pense, et j'ai peut-être tort. Mais c'est pas moi qui irai me piquer pour être heureux. Le livre suivant est un livre qu'on pourrait considérer comme étant un roman de développement personnel. C'est Le Prophète de Khalil Gibran. Alors, faut pas le prendre au premier degré, ce roman. C'est un roman, en fait, qui nous fait réfléchir sur plein de points. Honnêtement, c'est un court livre, c'est une courte histoire, un court roman.
mais avec beaucoup de réflexions philosophiques tout au long du livre. En fait, on raconte l'histoire d'un sage qui a atterri sur une île, je ne sais plus comment il a atterri sur cette île, et finalement, il va partir de cette île. Je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment, mais il va partir de cette île. Et finalement, en fait, tout le temps où il était sur l'île, c'était le sage de l'île. Quand il y avait un problème, c'est lui qui venait régler les problèmes, c'était le sage de l'île. Et avant de partir, en fait, il va donner des recommandations à tous ceux qu'il a côtoyés sur cette île pendant toutes ces années. Et toutes ces recommandations, en fait, vont sonner comme des recommandations philosophiques. Alors, tout n'est pas à prendre, encore une fois, au premier degré, mais c'est très poétique, c'est très bien écrit. Il y a aussi beaucoup de pertinence au niveau éthique, philosophique. Vraiment, c'est du miel, là encore, à lire. Et vraiment, Khalil Gibran, c'est vraiment très beau. Donc, je vous le conseille, Le Prophète de Khalil Gibran. N'en attendez pas trop. C'est juste une belle lecture. C'est juste une belle nourriture spirituelle, une belle nourriture éthique. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, mais c'est très beau. Il faut impérativement le lire. Pour vous, la terre produit ses fruits. Et vous ne serez pas dans le besoin si vous savez comment remplir vos mains. C'est en troquant les dons de la terre que vous trouverez l'abondance et serez rassasiés. Mais si l'échange n'est pas fait avec amour et en bonne justice, alors il mènera les uns à la cupidité et les autres à souffrir de la faim. Qu'est-ce que la crainte de la misère sinon la misère elle-même? La peur de la soif quand votre puits est plein, n'est-ce pas une soif inextinguible? Vous donnez bien peu quand vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment. Vous cherchez dans les habits la liberté de votre intimité, vous pouvez y trouver un harnais et une chaîne. Puisse votre être rencontrer le soleil et le vent avec plus de votre chair et moins de vos effets. Car le souffle de la vie est dans la lumière du soleil, et la main de la vie est dans le vent. Certains d'entre vous disent « C'est le vent du nord qui a tissé les habits que nous portons ». Et je dis oui, ce fut le vent du nord. Mais la honte fut son métier, et l'amollissement du corps son fil. Et quand son ouvrage fut terminé, il rit dans la forêt. N'oubliez jamais que la pudeur est un bouclier contre le regard impur, et que lorsque l'impur ne sera plus, que deviendra la pudeur, si ce n'est une entrave et une souillure de l'esprit. Et n'oubliez pas que la terre se délecte de sentir vos pieds nus, et que les vents n'attendent que de jouer avec votre chevelure. Le livre suivant est un livre de l'auteur franco-turc que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elif Shafak. Et Elif Shafak, elle nous a écrit un roman qui s'appelle La Bâtarde d'Istanbul. Et dans La Bâtarde d'Istanbul, il va nous être raconté les relations qu'ont les diasporas arméniennes avec les diasporas turques en Occident. Le pourquoi du comment, on va évidemment parler du génocide arménien en Turquie en 1915. C'est un livre pour lequel, Elif Shafak a eu des ennuis en Turquie. Elle a, je sais plus exactement le détail, mais en gros, il y a eu une plainte du gouvernement contre son livre parce qu'elle parlait du génocide arménien. C'est un roman qui est touchant, c'est un roman qui est nuancé, c'est un roman qui nous parle du génocide arménien avec beaucoup de tact, mais aussi avec beaucoup de franchise. Et je trouve que pour découvrir ce qu'il s'est passé autour du génocide arménien et de ce qu'il a engendré dans les diasporas arméniennes et dans les diasporas turques ici chez nous en Occident, je trouve que c'est très intéressant. Pour commencer, évidemment, ça vous racontera pas tout, c'est un roman, mais c'est très intéressant pour commencer à s'intéresser à cette histoire. C'est bien écrit, c'est magnifique. Je place pour moi Elif Shafak au même niveau qu'Amin Malouf. Pour moi, Elif Shafak, c'est l'Amin Malouf féminin. Elle a une très belle écriture, je trouve, la même sensibilité, la même nuance que je peux trouver chez Amin Malouf, une très bonne autrice. Vraiment, il faut impérativement lire La Bâtarde d'Istanbul d'Elif Shafak. La majorité écrasante de la population ne pense jamais, et la minorité pensante ne devient jamais une majorité écrasante. Alors choisis ton camp. Si tu n'arrives pas à choisir ton camp, contente-toi d'exister, comme un champignon ou une plante. Un autre livre d'Elif Shafak qui s'appelle 3 filles d'Ève. Dans 3 filles d'Ève, on va suivre 3 étudiantes. Alors, je vous passe l'enfance des étudiantes, d'où elles viennent, etc. Mais on va retrouver 3 étudiantes qui vont se retrouver dans une université en Angleterre. Ces 3 étudiantes, en fait, ont des profils extrêmement différents.
et elles vont parler en fait de Dieu. Il y a une bigote en fait qui est née en Angleterre et qui finalement est accrochée à l'islam comme tout bigot est accroché à sa religion. Elle est extrêmement stricte au niveau de sa pratique religieuse et finalement elle reproche à beaucoup de gens en fait de critiquer sa religion. On a une jeune étudiante qui elle a fui l'Iran de Khomeini, l'Iran islamiste, pour bien vivre de manière plus libre ici en Occident, en l'occurrence je l'ai dit en Angleterre. Et du coup elle est extrêmement critique de cette bigote qui pratique quelque chose que finalement elle a fui en fait en fuyant l'Iran. Et puis, comme souvent chez Elif Shafak, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est comme Amin Maalouf, très nuancé, qui est très ambivalente parfois, mais c'est pas une ambivalence, qui est un manque de courage au niveau du positionnement. C'est tout simplement que elle se sent pas bigote, mais en même temps, elle se sent pas athée non plus. Et du coup, on a une troisième étudiante qui, elle, est entre les deux. C'est-à-dire, elle est pas bigote et elle voit bien les problématiques qu'il y a autour de la bigoterie, l'hypocrisie qu'il y a autour de tout cela. Mais en même temps, elle comprend aussi celle qui veut se libérer de cette bigoterie et qui critique d'une manière extrêmement violente, en fait, les bigotes de l'islam. Mais en même temps, cette troisième étudiante a du mal à se dire qu'il n'y a rien après la mort et que Dieu n'existe pas. Et en fait, elle met en doute ceux qui ont des certitudes athées et elle met en doute ceux qui ont des certitudes religieuses. Et elle nous dit que, finalement, les athées avec leurs certitudes et les religieux avec leurs certitudes sont tous des gens qui ont des certitudes et que très souvent, la position la plus sage et la position peut-être la plus rationnelle, c'est de dire je ne sais pas et c'est d'écouter les uns et les autres pour voir ce qu'il y a de bon à prendre chez les uns et les autres. Honnêtement, dit comme ça, je m'en rends compte en le disant, ça paraît être le roman d'une personne qui n'ose pas se positionner. Elle est très tranchée sur certains points, vous le verrez dans le roman. Elle ose se positionner, cette nuance qu'elle met dans le livre et qu'elle met dans l'histoire, où ces trois étudiantes vont longuement parler de Dieu et des questions métaphysiques et des questions existentielles autour de Dieu. Elle est très tranchée parfois, mais en même temps, elle veut essayer de montrer que tout n'est pas si simple, qu'on ne peut pas dire que tous les religieux soient des idiots qui ne comprennent rien à la vie, que tous les athées sont des gens extrêmement intelligents qui ont tout compris. Tout est beaucoup plus nuancé, tout est beaucoup plus complexe, tout dépend de quel sujet on parle. Et je trouve que ce livre est magnifique pour cela, parce que, il va questionner finalement les certitudes de chacun d'entre nous, et que ce soit des certitudes rationalistes, des certitudes athées, des certitudes bigotes, des certitudes religieuses. Et c'est magnifiquement écrit comme toujours avec Elif Shafak. Donc c'est un roman très intéressant. Pareil, je vous mets un lien en description. J'ai parlé plus précisément de ce livre dans une vidéo individuelle. Va la voir et ensuite essaie de lire ce roman et de me dire ce que tu en as pensé si tu l'as déjà lu également. C'est valable pour tous les romans. C'est toujours enrichissant en fait d'avoir d'autres points de vue sur une œuvre qu'on a aimée ou pas. Mais en l'occurrence là, je vous présente que des œuvres que j'ai aimées. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours également. Les croyants préfèrent les réponses aux questions, la clarté à l'incertitude. Les athées de même, à peu de choses près. C'est drôle, quand il s'agit de Dieu, dont nous ne savons à peu près rien, très peu d'entre nous savent franchement dire « je ne sais pas ». Conversation entre deux musulmanes dans le livre « Trois filles d'Ève » de Elif Shafak. Mona commence. « Tu sais quoi ? Tu es né dans une religion remarquable. On t'a donné pour guide un merveilleux prophète. Mais au lieu d'apprécier ses bienfaits et de t'efforcer de devenir meilleur, tu n'arrêtes pas de te plaindre. » Shirin. « Justement, puisqu'on parle du prophète, il y a des choses que je trouve... » Mona lui coupa la parole. « N'essaie même pas. Tu peux t'en prendre à moi. Ça ne me gêne pas. Mais je ne peux pas laisser les gens s'attaquer à mon prophète quand ils ne savent pratiquement rien sur lui. Critique le monde musulman, d'accord, mais laisse-le en dehors de ça. » Shirin, frustrée, protesta. Pourquoi devrait-on épargner à qui que ce soit une réflexion critique, surtout quand on est à l'université? Mona. Parce que ce que tu appelles une réflexion critique n'est qu'une ânerie utilitaire. Parce que je sais ce que tu vas dire, et je sais aussi que ton regard est impur, ton savoir corrompu. Tu ne peux juger le 7e siècle à l'aune du 21e siècle. Shirin. Si, je peux, si le 7e siècle prétend gouverner le 21e. Le dernier roman est un roman d'Orwell. Il s'agit de La ferme des animaux, qui est un roman très connu. C'est une allégorie en fait de la révolution russe
à l'avènement du système communiste. Et en réalité, eh bien, dans ce roman, George Orwell, en prenant des animaux, les protagonistes de La ferme des animaux sont des animaux qui se rebellent contre un fermier parce qu'ils sont exploités par ce fermier. Et finalement, on a 2 cochons qui vont prendre le contrôle des choses, qui vont, après la révolution des animaux, après qu'ils aient chassé le fermier, eh bien, il y a 2 cochons qui vont prendre le contrôle de la société et qui finalement, enfin de la ferme en l'occurrence, mais on comprend bien qu'il y a une allégorie avec les sociétés humaines, mais en tout cas, ils vont prendre le contrôle de la ferme. Il y en a un qui est plutôt du bon côté de la force, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui a envie de donner plus de droits aux animaux, et puis il y en a un autre qui s'appelle Napoléon, je ne sais pas si c'est le hasard, je ne crois pas, et qui s'appelle Napoléon et qui a finalement envie de donner moins de droits aux animaux, et qui finalement, avec le temps, par des des ressorts psychologiques, par des ressorts manipulatoires, par l'aliénation, en jouant sur le fait que finalement, très souvent, les animaux de cette ferme, on l'a bien compris, Orwell parle des populations, manquent de mémoire, eh bien, il va manipuler les animaux et au final, on se retrouve dans un état de fait où Napoléon, après avoir fait une révolution contre l'oppression du fermier, contre l'oppression des êtres humains, eh bien, va être en position finalement d'oppresser beaucoup plus fortement les animaux. Et donc, ce que veut nous dire, à mon avis, George Orwell ici, dans ce livre « La ferme des animaux », c'est qu'il faut se méfier des révolutions, il faut se méfier d'avec qui nous faisons des révolutions, il faut se méfier de ceux qui prennent le contrôle après les révolutions, parce que quand on fait une révolution pour légitimement en fait soulever un pouvoir injuste, eh bien, on peut se retrouver très facilement avec un pouvoir beaucoup plus injuste encore. Voilà, et c'est à mon avis la leçon de ce roman, un très beau roman, bien écrit, qu'il faut impérativement lire. Encore une fois, un lien en description pour aller vers la vidéo où j'ai chroniqué ce livre d'une manière individuelle. Vous verrez, ça vous fera peut-être encore plus envie de le lire. En tout cas, il faut impérativement lire ce livre. Et si vous l'avez fait, encore une fois, donnez-moi vos impressions. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce livre. C'est toujours intéressant d'en savoir plus. Voilà, cette longue liste est à présent terminée. Ce sont les romans que j'ai préférés ces dernières années. Dites-moi quels sont les vôtres aussi, ça peut m'intéresser. Ça peut me donner des idées de lecture à l'avenir également. Dites-moi ce que vous avez pensé de tous ceux que je vous ai présentés ici, si vous les avez lus. C'est toujours très intéressant pour moi également. Et encore une fois, merci à tous ceux qui aident la chaîne, qui s'abonnent, qui partagent, qui financent. Merci à vous tous de faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également, c'est très très important pour le référencement. Donc voilà, merci à vous, merci d'avoir suivi cette longue vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!